wanna do you no harm. I just wanna know about your different lives. This way people fall. Pour payer ces dépenses-là, justement, il a fallu emprunter. Et l'État, il emprunte où? Eh bien, comme tout est très bien fait, il n'emprunte pas auprès des banques centrales, hein, puisque c'est interdit par la loi. D'ailleurs, c'est la France qui avait inventé ça en 73, avec Pompidou Giscard. Et bien aujourd'hui, donc l'État, quand il emprunte, enfin, les États, parce que c'est exactement la même politique qui se passe dans l'ensemble des États européens, même ailleurs, donc il emprunte sur les marchés financiers privés, à des taux d'intérêt beaucoup plus importants. Et donc ce qui fait que finalement, la dette, elle se développe et plus les politiques de cadeaux aux plus riches, et plus la dette explose. Et donc c'est un véritable mécanisme de pompage des richesses du côté de la population vers les capitalistes, mais aussi du côté tout simplement de la collectivité, de l'ensemble de la société, vers les coffres-forts des capitalistes. Donc c'est cette dette-là qu'on dénonce comme illégitime, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut l'annuler. Il faut l'annuler, puis d'abord, dans l'immédiat, il faudrait stopper le paiement des intérêts de la dette. Ça représente 48,8 milliards pour l'année 2012. Nous on dit que ces 48 milliards, ils doivent aller directement en réponse à l'urgence sociale. Et donc c'est pour ça que les outils qu'il faut mettre en place, c'est ça. C'est à la fois une fiscalité anticapitaliste qui va chercher l'argent de suite du côté des plus riches, et en même temps donc l'annulation de la dette et stopper le paiement des intérêts de la dette. Et à côté de ça, évidemment, il y a la question des banques. Nous on dit que les banques, il faut les enlever des mains des spéculateurs, parce que c'est des outils qui leur servent, qui font qu'ils ne savent pas comment faire, ils savent pas comment faire. En tout cas, ça nuit à l'ensemble de la société parce qu'ils s'en servent juste à s'enrichir. Donc il faut que les banques elles soient sous contrôle des salariés et de la population. Ça veut dire qu'il faut socialiser les banques. Et ça, c'est l'ensemble du système bancaire. C'est pas juste quelques banques publiques et puis à côté d'un ensemble bancaire qui soit privé. Non, c'est l'ensemble du système bancaire. Il faut mettre en place un monopole public bancaire sous contrôle de la population, de manière à ce que cet outil-là puisse répondre aux besoins sociaux et écologiques de l'ensemble de la population. Ouais, j'ai une question, c'est une citation de Guy Debord. Vous connaissez Guy Debord là? Ouais, de nom c'est tout, ouais. Hein, je suis pas calé hein, là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire, ne travailler jamais? Ouais, c'est plutôt tentant. Hein, mais après, après, on se pose la question comment on vit. Mais si on peut vivre sans travailler, ben, on va pas gueuler non plus. Hein. Et est-ce que le NPA a des solutions pour ne vivre sans travailler ou... Mais il pourrait y avoir une solution, c'est à partir du moment où on partage vraiment le travail entre tous, à partir du moment où il n'y aurait plus le... parce que les capacités de production sont énormes aujourd'hui. Donc à partir du moment où on se satisferait de produire, à partir du moment où ça répond aux besoins de la population, qu'on ne cherche pas à faire toujours plus, et qu'on partage équitablement le travail, on peut penser qu'on travaillerait très peu. Mais c'est Marx qui expliquait ça aussi, hein, ça pourrait, ou Marx ou Lafargue qui parlait de droit à la paresse. Hein, pour parler des anciens militants, ils disaient ouais, si on partageait le travail, déjà ils pensaient ça il y a plus d'un siècle. Donc je crois qu'aujourd'hui il y aurait largement les moyens de le faire, quoi. D'accord. Donc vous approchez un peu des décroissants, non, au niveau de... Bah, oui, ça fait partie des points communs qu'on a, oui, bien sûr. Ouais, contre le productivisme, contre cette course effrénée à faire du toujours plus, du toujours mieux, du toujours plus vite. Oui, il n'y a pas besoin de ça, certainement pas. Et donc on pourrait peut-être penser à l'avenir à un futur front de gauche avec le NPA et les décroissants. Alors oui, ça serait, on peut y penser, mais alors ça veut dire qu'on coupe le cordon avec le PS et tous les libéraux du monde entier. D'accord, ok. Et qu'est-ce que le NPA et vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres partis en fait De quels autres? Du PC, du PG, du front de gauche on va dire. Alors, même de LO. Enfin, ouais, alors c'est deux différents. Parce que j'ai lu le nouveau parti anticapitalisme en fait. Qu'est-ce qui est nouveau dans votre parti? Non, mais nous, c'est l'idée de construire une force politique qui regroupe des gens d'idées différentes au sein du mouvement social. Donc au NPA, il y a des communistes, des libertaires, anarchistes, et puis des gens qui se revendiquent d'aucun courant d'idées, qui sont tout simplement des militants syndicalistes ou associatifs. Donc nous, on pense qu'il faut construire un parti large qui regroupe tout ça, mais un parti anticapitaliste et complètement indépendant du Parti socialiste et des institutions. C'est un peu la définition de ce qu'on voudrait construire. Voilà. Et après, la différence avec le Front de gauche, c'est qu'eux, ils sont en cogestion avec le PS. Voilà. Donc là, ça ne peut pas coller. Après, on est d'accord sur pas mal de choses. D'ailleurs, on milite ensemble dans des syndicats, dans des manifs. Mais par contre, aujourd'hui, par exemple, dans les régions, les élus du Front de gauche, ils votent les budgets socialistes et qui vont, en fait, ce sont des votes qui vont à l'opposé de ce qu'ils revendiquent eux-mêmes. Hein. Après, c'est un peu un genre de croisée. Je ne sais pas comment ils le gèrent ça. Mais bon, voilà. Donc, et après, avec Lutte ouvrière, c'est un autre problème. C'est vrai qu'avec Lutte ouvrière, on pourrait penser qu'on a quasiment le même programme. Bon, pas quasiment parce qu'il y a la question du nucléaire. Eux, ils sont pour le nucléaire. Nous, on est contre. Donc, bon, ça fait quand même une grosse divergence. Hein. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup.
Enfin, moi je dis ça comme ça, mais après c'est surtout que lutte ouvrière, ils disent bon voilà, nous on est des vrais communistes, nous on veut construire un parti de vrais communistes révolutionnaires, et voilà, c'est une grosse divergence parce que là où ça se voit le plus, c'est qu'eux ils cherchent pas à avoir le contact avec les autres, ils sont pas très ouverts. Voilà, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai milité il y a un petit moment chez eux. D'accord. Et ouais, c'est un problème qu'on a. Nous, on voudrait bien, on tend la main, on propose, discuter, et puis eux, ils sont plutôt un peu dans leur coin, même y compris dans l'activité au quotidien, dans les collectifs, dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a plein de batailles, et on se retrouve la plupart du temps ou avec des militants du PC, du PG, mais rarement avec des militants du Tout Ouvrier. C'est un peu la spécificité qu'ils ont, quoi. D'accord. Pour ouvrir justement, le NPA a vraiment un grand parti de masse anticapitaliste. Vous seriez prêt à organiser des débats sur la place publique, par exemple, dans les villes, pour informer encore plus la population? Parce qu'on voit ce soir ici, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pas beaucoup. Non, c'est pour déjà nous, c'est beaucoup. beaucoup. Ouais, c'est déjà énorme. 350, Okay. c'est sûr que si on compare aux chiffres de Mélenchon, on est un peu plus bas. Hein, mais... Non, mais on est pour le débat et la confrontation, évidemment. Alors, sur une place publique, dans une salle, où ça peut être possible, mais en tout cas, la confrontation et la discussion, le débat avec le Front de gauche, on la souhaite fortement. Pas parce que ce sont des adversaires, mais au contraire, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on arrive à se retrouver, nous, dans le combat social. Et il faut qu'on arrive à préparer ensemble la riposte unitaire. Donc ça, on y tient beaucoup. Et le Front de gauche, lutte ouvrière, le mouvement syndical, on aimerait bien que les barrières tombent un peu et qu'on arrive à discuter ensemble de tout ça. Okay. Ouais, alors du coup, je vais poser deux trois questions. Nous, on fait une petite enquête, en fait, on est à l'attaque, on fait une petite enquête sur le NPA et sur l'extrême gauche. Donc on est en deuxième année, hein, ça reste modeste. Hein. Une enquête Non, un dossier, c'est un dossier en fait, un dossier en sciences politiques sur le NPA. Donc voilà. En gros, quelle est votre impression par rapport à ces élections, à cette campagne, peut-être par rapport à celle de 2007, en général, votre impression, votre sentiment assez général? Je crois que les campagnes se succèdent et se ressemblent beaucoup. On retrouve les mêmes mécanismes. Les politiciens qui cherchent à éviter de discuter des vrais problèmes, le côté démagogique en voulant faire croire que finalement ils s'intéressent aux gens d'en bas, mais uniquement parce qu'en fait ça rapporte des voix. Voilà, ça on le retrouve tout le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les élections ça fait un moment, hein, et celle-là, comme les autres, elle ne suscite pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir parce que beaucoup de gens ont bien compris que c'est pas comme ça qu'on changerait la vie. Et après, il y a aussi un écœurement, il y a une désillusion, il y a plein de gens qui ne se sentent plus du tout représentés par les partis politiques, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a eu des alternances en permanence. Enfin, à chaque fois, c'était l'un ou l'autre et c'était pareil. Et on paye la crise pareil, ça licencie pareil, les services publics sont démantelés pareil. Et voilà, donc ça contribue quand même à désespérer pas mal de gens qui se détournent de la vie politique et qui ne votent pas. Et aujourd'hui, on a un résultat. Et ce serait 33% de gens qui pourraient s'abstenir, ce qui est énorme pour une élection présidentielle. Donc nous, on est là un peu pour essayer de représenter autre chose, justement, pour dire que la politique, c'est l'affaire de tous. Et que voter pour nous, c'est pas voter pour un sauveur, hein, c'est pas voter pour quelqu'un qui a la prétention de régler les problèmes à la place des autres, mais au contraire d'essayer d'expliquer qu'il faut qu'on nous tous, on prenne nos affaires en main. Donc ça, c'est un peu le truc qui pourrait, ce qu'on espère, c'est recoller un peu les morceaux et puis faire en sorte que les opprimés, hein, on parle de ceux d'en bas, parce que ceux qui votent pas, c'est ceux d'en bas, parce que ceux d'en haut, ils savent pour qui voter. Et voilà, retrouver la pêche et puis retrouver cette conscience qu'on appartient à un monde et on a intérêt à s'occuper de nos affaires, sinon on se fait écraser. Par rapport à cette vision du politique, le fait que les non-professionnels peuvent agir aussi bien que les professionnels, est-ce que ça a été voté ça? Parce que c'est vraiment quelque chose qui a été un élément qui a été difficile dans votre campagne peut-être. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous, étant donné que vous n'étiez pas connu, vous avez dû succéder à Besancenot qui avait une large popularité et c'est aussi peut-être une raison pour laquelle le fait d'avoir réalisé cette coupure, ça a peut-être été préjudiciable pour les intentions de vote, pour les votes. Justement, nous on ne calcule pas comme ça. On n'est pas en train de se dire on a une star, on va continuer à l'épuiser jusqu'au bout. Ouais, j'ai compris. Mais il faut mesurer que c'est pas le manque de popularité qui fait qu'on se retrouverait aujourd'hui à 0,5. Ça peut jouer un petit peu, mais à la marge. Le vrai problème, il est politique, c'est la situation sociale et économique. Hein. C'est pas parce que Besancenot n'est plus là qu'on fait 0,5. Non, mais bien sûr. Voilà, non, mais c'est pour ça, il faut le situer dans un contexte économique où la crise elle frappe dur et nous on est un parti avec des militants
des salariés, des précaires, des jeunes, des moins jeunes. On est vraiment un parti d'anonymes. Et donc la crise, quand elle frappe fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on perd son boulot, où on a peur de le perdre, où on a des fins de mois difficiles, voilà, moi j'ai failli perdre mon boulot il n'y a pas longtemps, c'est 4 ans de lutte pour empêcher que l'usine ferme. Et c'est vrai que ces préoccupations-là, elles font que des fois on n'a pas assez de force pour se battre. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans le monde des opprimés. Et nous on essaie quand même de représenter ça, de dire nous on peut le faire et justement de compter sur autre chose que des politiciens pour régler nos problèmes. C'est pas parce que le politicien il est bien habillé, il parle bien que il faut lui faire confiance. Oui, bien sûr. Est-ce que justement le fait de présenter un candidat pour vous à l'élection présidentielle, c'est pas un petit peu, c'est pas un paradoxe un petit peu, prenez l'anticapitalisme mais prétendant des élections qui sont déjà encadrées. Il y a des paradoxes, mais après le problème c'est que... Juste pour compléter la question, parce qu'à la fois en montrant que ce système électoral-là permet la parole à un ouvrier, dans un sens à la fois vous le justifiez, c'est-à-dire qu'il y a une liberté d'expression pour tous et même, justement, même un non-professionnel. On peut le voir dans ce sens-là aussi. Les 500 parrainages, il y en a, ils font rien pour les avoir. Nous, c'est 8 mois de travail, c'est des dizaines de milliers de kilomètres, c'est 200 000 euros à 300 000 euros dépensés rien que pour la recherche des signatures. Non, il faut se rendre compte. Si on réussit, c'est parce que... voilà. La première étape, c'est déjà réussir. C'est quelque chose de dingue. C'est un boulot énorme. C'est-à-dire l'énergie qu'on dépense là, on la dépense pas dans les réunions, dans les affiches et tout ça. Et c'est ce qu'on a vécu pendant 8 mois. Donc en fait, on a une énergie qui est absorbée là-dedans. Donc si c'est profondément antidémocratique, c'est pas parce qu'on réussit que ça légitime le système électoral. On réussit parce qu'ils n'arrivent pas à nous empêcher d'être là. Donc on a assez de force pour contourner les barrages. Après, il y a le temps de parole. Le temps de parole, aujourd'hui il y a une égalité, mais ils arrivent même à bousiller ça. Parce qu'ils enlèvent des émissions, il n'y a pratiquement plus d'émissions politiques. Donc l'égalité en temps de parole, c'est-à-dire le moment où on aurait pu être archi-visible, finalement c'est pas si énorme que ça, parce qu'ils ont supprimé plein de trucs. Et donc ils supportent pas la vraie démocratie. Et au contraire, les élections actuelles, elles démontrent ça. Il y a une absence de démocratie, il y a un déni de démocratie, et y compris quand on voit la comédie de Sarkozy et de Hollande qui ne veulent pas participer au débat, c'est ce mépris qui est permanent, ils osent de boycotter les débats quand il y en a un. Ça m'amène juste à une question. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la presse alternative ? Là ? La presse alternative. Est-ce que vous encouragez ça, le développement d'une presse alternative, justement pour... Nous, on est pour une presse alternative, je ne sais pas ce que ça signifie vraiment. Enfin, on est C'est pour une presse indépendante. Qui sort des carcans politiques et économiques. On est pour la liberté d'expression et que partout, il puisse y avoir justement ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué de pouvoir s'exprimer, de pouvoir lancer des journaux, ou même des radios, ou même des chaînes de télé qui soient complètement indépendantes, qui soient hors réseau des investisseurs ou des capitalistes. C'est très compliqué, mais il faudrait ça. C'est la question de la culture, du droit politique. Il faudrait que dans la société, il y ait un accès pour tous à ce genre de choses. Ouais. Donc justement, pour rester dans la question des médias et de la stratégie politique, l'enjeu pour vous, c'est de la tribune. Comment faire cette tribune et comment faire entendre au mieux votre message? C'est ça à peu près. C'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'occuper l'espace qu'on nous donne. Vous avez adopté une sorte de stratégie non. Pour Non, on a un petit espace et donc on essaie de l'occuper le plus efficacement possible. Et ça se travaille sur quoi? Vous visez plus la télé, les journaux? Nous on prend tout ce qu'on peut prendre. Oui, la télé, toutes les sollicitations de médias, on essaie d'y répondre. Bon, alors après des fois on fait des choix parce qu'il y a pas mal de petites télés locales et alors après des fois on priorise, mais on répond à tout ce qu'on peut, bien sûr. Il y a un espace, on essaie de l'occuper parce que c'est les élections, c'est les paradoxes dont vous parliez. C'est qu'il y a une personnalisation et puis en plus on est opposé au présidentialisme, c'est-à-dire qu'on pense que c'est antidémocratique qu'un homme puisse décider de ça. Mais après il y a une élection et le fait d'y participer, c'est aussi d'y participer pour critiquer cette absence de démocratie et pour montrer que, heureusement, parce que sinon s'il y avait que ceux qui étaient d'accord avec le système qui pouvaient, alors là il y avait... Non, il faut que l'élection puisse permettre de critiquer le système. Comme nous on participe aux législatives, on n'a aucune chance d'être élu. Mais on y va et on va quand même défendre notre programme parce que justement ils ne vont pas nous décourager. C'est pas parce qu'on ne peut pas être élu qu'on va être absent. On est là, on défend notre programme politique, on défend nos perspectives et on ne lâche pas là-dessus. Et c'est comme ça qu'on peut aussi faire connaître des idées plus largement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les élections, c'est une tribune politique pour nous qui nous permet de parler à plus de gens qu'à l'habitude. J'ai une question à la con. Est-ce que vous avez un mot à dire au futur président sortant, Monsieur Sarkozy? Non, je pense qu'on lui parlera collectivement dans la rue. D'accord. Mais là j'espère qu'on sera tous ensemble alors. Ouais. Ok. Bonne soirée, bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu sais, nous les parents, on n'a pas. On galère, 1200 € par mois. Qu'est-ce que tu veux que je donne à mes enfants?
Mon fils, il va me demander 20 €, il sort de Lyon. Il s'énerve, il a 18 ans. Quand je lui donne 20 €, il s'énerve. Il sort, il est tout violent. En tout cas, c'est bien si ça marche, les pétitions. Ah ouais. On espère. On espère que ça va faire bouger les choses. Parce qu'on en a marre. Et vous êtes plus CFO ou CGT? Je suis tous les deux. Hein. Parce que je vois les deux. Vous êtes intersyndical? D'accord, ok, ok. Et que fait la CGT au meeting de M. Poutou? On est solidaires. Hein. Ouais? On est solidaires et on veut aider M. Poutou. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces idées? Dans ces idées, bon, j'aimerais bien plus qu'ils parlent des jeunes de 13 ans. D'accord. Donner 200 ou 300 € de salaire par mois aux gamins, là, parce qu'on n'arrive plus avec les gamins. J'espère qu'ils pensent à ça. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old.